Puis, dans un troisième temps de son intervention, elle nous parlera plus particulièrement de sa recherche, qui est un début de recherche, hein, qui est plutôt je dirais, une pré-recherche sur le rapport des Arméniens de Marseille ou des Marseillais d'origine arménienne ou des Arméno-Marseillais, comme vous voulez, on peut prendre toutes les formules que l'on veut, dans leur rapport à la fois à la mémoire du génocide, mais aussi à la Turquie contemporaine. Finalement, comment aujourd'hui les Arméniens de Marseille ou les Marseillo-Arméniens se positionnent par rapport à cette Turquie et comment ils vivent, je dirais, ce discours officiel par rapport au génocide turc ou de négation ou d'occultation, finalement, comment ils le vivent et quel rapport, donc, quelles images, ou même quel lien existentiel ont-ils avec la Turquie? Par exemple, est-ce que des Arméniens de Marseille se rendent-ils en Turquie, dans leur région d'origine? Est-ce qu'ils se rendent, par exemple, à Istanbul? Est-ce qu'ils font des voyages de mémoire, ou même pour certains, peut-être des voyages aussi touristiques, entre guillemets, pour le mot touristique. Voilà, donc Denise, je vous remercie d'abord pour ces 3 mois de présence, ces 3 mois de recherche. Je remercie donc Monsieur Donabédian, qui est professeur à l'Université d'Aix-Marseille, ou Aix-Marseille Université, qui vous a énormément soutenu, aidé, motivé, ouvert des contacts, et je pense que grâce à lui, vous avez pu effectivement faire ce terrain. Donc, c'est d'ailleurs lui d'abord qu'il faudrait remercier, et bien sûr l'institution d'accueil qui est l'IREMA. Voilà donc, Denise, vous avez, je me tourne vers Marine et vers à peu près 30-40 minutes, c'est ça? Voilà, très bien. Voilà, Denise, c'est à vous. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici à l'IREMAM. Et je saisis aussi l'occasion pour remercier l'ambassade de France en Turquie qui m'a permis de venir en France faire cette enquête de terrain grâce à une bourse de mobilité. Donc, je remercie aussi Vincent Gesser qui m'a très chaleureusement accueilli ici avec son équipe. Et je passe directement à ma présentation sur… c'était très bien présenté en fait, donc vous avez déjà le plan, donc c'est excellent. Ah oui, il faut juste que je maîtrise un petit peu mes outils. Alors, comme l'a précisé Vincent, je vais vous parler en 3 temps. Donc, d'abord, l'état du débat sur les génocides arméniens en Turquie. Ça, ce n'est pas en fait exactement ma spécialisation, mais je connais bien ce qui se passe et je suis quand même l'actualité de très près. Et j'ai pu, pendant ma thèse de doctorat, étudier toutes les mobilisations consécutives à l'assassinat du journaliste arménien Hrant Dink. Donc, je vais plutôt vous faire part en fait de mes réflexions qui résultent de mon enquête de terrain à partir de 2007 en Turquie. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des mobilisations des intellectuels universalistes et démocrates en faveur de la reconnaissance et en faveur de la démocratisation de la Turquie à travers cette reconnaissance du génocide qui est considérée comme un enjeu mémoriel de taille, mais aussi comme un enjeu démocratique fondamental pour l'évolution du régime politique en Turquie. Et ensuite, je vous parlerai très brièvement de mon enquête en cours sur l'imaginaire politique et la mémoire collective des Arméniens de Marseille. Et pour vos remarques et vos commentaires, je vous remercie d'avance car je n'ai pas encore de résultats à vous soumettre. Voilà. Donc, la question en fait fondamentale, c'est de savoir pourquoi la Turquie nie-t-elle encore le génocide. Je dis la Turquie, mais ça veut dire le gouvernement, l'État et les institutions et une grande partie de la population qui est quand même assez conservatrice et qui se trouve dans le déni. Et pour cela, on peut bien sûr se référer à Taner Akçam, qui est le plus grand historien du génocide arménien. Et dans la préface qu'il a écrite au livre de Guillaume Perrier et de Laure Marchand, en fait, il nous montre comment sa réflexion a évolué tout au long de ses recherches. Donc, au départ, il pensait que c'était un régime politique qui était dans la continuité du comité Union et Progrès. Et donc, les pères fondateurs de la nation étaient les auteurs de ces violences de masse.
et il était impossible de se réclamer d'un État-nation tout en acceptant les violences à la base de la fondation de la République. Ensuite, dans un deuxième temps, en fait, il a un petit peu changé le cours de sa réflexion. Il a plutôt insisté sur des motivations matérialistes comme les réparations ou l'indemnisation des victimes, mais ce n'est pas non plus suffisant, d'après lui, pour expliquer ce déni. Et enfin, plus récemment, disons dans les années 2010, Akçam revient plutôt sur une dimension existentielle. C'est-à-dire que les Turcs qui se trouvent aujourd'hui sur cette géographie qu'on appelle l'Anatolie ou l'Asie mineure, donc l'Empire ottoman rétréci, construisent leur existence sur l'absence d'altérité, sur le fait que l'existence des Turcs signifie l'absence des chrétiens, des non-musulmans et de tous les éléments impurs de la société qui devaient être selon l'idéologie fondatrice homogène, turque, sunnite et dévouée à la nation selon les principes des fondateurs. Moi, je trouve que cette violence latente qui imprègne toutes les strates de la société et toutes les institutions, comme le dit Jürgen Habermas, est un mode de communication collective, donc c'est Habermas qui définit ça, et une sorte d'institutionnalisation des lignes de clivage invisibles entre nous et les autres, nous et autrui, et ça imprègne effectivement la vie quotidienne, les rapports, les conversations de café, les commentaires politiques entre personnes ordinaires qui ne sont pourtant pas eux-mêmes impliqués, par exemple, de par leur famille ou de par leur histoire biographique dans des crimes ou dans d'autres types de violences. Mais cette violence-là, plutôt symbolique et omniprésente, imprègne les discours et les mentalités. Et donc, ça devient un mode de communication. De même, le politiste turc Barış Ünlü parle d'un contrat de turcité. Il s'inspire des travaux plutôt postcolonialistes sur le racisme et les whiteness studies. Et donc, pour lui, la turcité, c'est la participation de tous les citoyens à un contrat officieux qui n'est pas écrit, mais qui est consenti par tous les citoyens. Donc, il le définit, je le cite, comme une relation structurée, quoique souvent méconnue, entre la position ethnique des individus turcs et leur manière de voir, d'entendre, de ressentir et de savoir, ainsi que leur manière de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas ressentir et de ne pas savoir. Donc, le déni, d'après moi, est très bien défini justement d'une perspective de contrat de turcité, mais moi, je le cadrerais plutôt dans une sociologie des émotions, un courant très en vogue actuellement, qui vient notamment de l'université allemande et des chercheurs et des chercheurs américains et qui est un essor aussi en France. Donc, du point de vue de la sociologie des émotions, quand vous faites une enquête ethnographique, vous pouvez essayer effectivement de déceler ce que les gens voient, entendent, ressentent ou préfèrent ne pas voir, ne pas entendre et ne pas savoir. Donc, on peut dire que les dispositifs émotionnels et cognitifs d'une grande majorité de la population ne sont pas, disons, prêts pour la reconnaissance politique du génocide en Turquie. Et cela ne vient pas uniquement de politiques autoritaires, ce n'est pas seulement de haut en bas, mais c'est aussi une participation passive, même si elle n'est pas active, une participation passive à l'idéologie du bloc hégémonique. Donc, on peut dire que la turcité est comme une performance quotidienne et un habitus. Donc, le négationnisme, le nationalisme et le racisme sont autant d'expressions imbriquées de cette performance au quotidien. Et il ne faut pas oublier que dans les manuels scolaires qu'a très bien étudié Étienne Copeau, le nationalisme infuse les mentalités. On ne parle jamais de génocide, on ne parle jamais des crimes d'État.
ni en ce qui concerne les Arméniens, ni en ce qui concerne les autres minorités ou la gauche turque, qui a été quand même aussi victime de pas mal de violences. Donc, moi, j'ai plutôt réfléchi au moment de rupture de ce contrat de turcité, c'est-à-dire aux initiatives des intellectuels et d'universitaires, et des gens de gauche plutôt, dans leur tentative de construire la mémoire sociale, de reformuler en fait le rapport à l'histoire à travers différents types de mémorialisation, de manifestations commémoratives et de protestations. Donc, le moment le plus important de cette rupture de contrat de turcité, c'était au moment de l'assassinat du journaliste arménien Hrant Dink. Donc, à peu près une centaine de milliers de personnes ont marché dans les rues d'Istanbul, des gens qui connaissaient Hrant Dink, des gens qui ne le connaissaient pas, mais en tout cas des gens indignés, parfois politiques, indignés par le fait qu'un Arménien soit assassiné parce qu'il est arménien et parce qu'il est pacifiste. Et cela a créé une sorte d'espoir aussi pour les intellectuels universalistes qui voyaient un potentiel quand même de construction d'une citoyenneté plus inclusive et plus pluraliste. Donc, cet enjeu mémoriel après l'assassinat de Hrant Dink gagne du terrain et on commence aussi à commémorer le 24 avril en Turquie et dans l'espace public, ce qui est très important parce que c'est un tabou. Et puis finalement, la population a peur de prononcer ce mot. Et même moi, enfin, je le prononcerai peut-être pas en turc. Et même les intellectuels turcs qui ont organisé en 2008 une campagne de demande de pardon, ils ont utilisé non pas le mot génocide, le G-word, mais ils ont plutôt préféré parler de la grande catastrophe comme une traduction littérale de l'arménien qui qualifiait autrefois, disons, avant que le terme génocide soit diffusé, enfin même soit inventé peut-être, qui qualifiait les violences de masse perpétrées contre les Arméniens. Donc, pour Bozarrslan, c'est en fait l'impossibilité de construire une société homogène et organique par la violence fait qu'aujourd'hui, la société turque et l'identité en fait du citoyen est mise à mal par cette référence à l'histoire, par cet oubli, par ce déni ou par une sorte de lacune en fait qu'on ne transmet pas. Et comme je vous le disais, le tournant majeur a été le moment des mobilisations suite à l'assassinat de Hrant Dink. Donc moi, comme je parle un petit peu, disons, du point de vue de la sociologie des émotions, je regarde aussi la configuration affective de cette protestation et je vois comment une économie morale de la citoyenneté se forme. Et de toute manière, vous verrez que dans tous les mouvements contestataires, que ce soit dans les pays arabes ou dans les mouvements Occupy, ou bien même en France, pendant Nuit debout ou les Gilets jaunes, les émotions ils ont un peu plus de poids que les discours idéologiques, contrairement aux décennies précédentes où, bien sûr, toutes les mobilisations humaines, sociales, sont imprégnées d'émotions, sont déclenchées par des émotions, donnent lieu à des émotions protestataires et collectives. Mais là, effectivement, quand l'émotionnel prend le dessus, l'indignation morale est quand même la base de l'engagement et de la protestation dans la rue. Donc, je me réfère ici, quand je parle d'économie morale, à la définition de l'anthropologue Didier Fassin, qui définit l'économie morale comme la production, la répartition, la circulation et l'utilisation des sentiments moraux, des émotions et des valeurs, des normes et des obligations dans l'espace social. Donc, une économie morale de la citoyenneté, c'est moi qui ajoute la citoyenneté, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je dois ressentir envers mes concitoyens, en fait? Quelles sont mes émotions principales pour que la vie commune soit possible? Est-ce que je dois ressentir la souffrance des Arméniens qui ont été persécutés et qui continuent de l'être en tant que minorité? Est-ce que je dois ressentir une obligation morale de reconnaissance envers eux, selon leurs revendications? Ou est-ce que je dois ressentir seulement mes émotions à moi de culpabilité en tant que citoyenne turque? En fait, ce sont des questions qui se
pose au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif dans les mouvements sociaux. Donc, dans les années 2000, en Turquie, avec les espoirs de démocratisation qui étaient liés un petit peu à l'harmonisation du cadre juridique et de la Constitution avec la candidature à l'Union européenne, dans le débat public, on a pu quand même prononcer ce qu'on ne prononçait pas auparavant. Par exemple, il y a eu des conférences sur le génocide arménien en 2005 à l'université de Boğaziçi, conférence qui a été quand même sabotée par les ultranationalistes. Et à l'époque, des politistes comme Ayşe Kadıoğlu proposaient l'hypothèse d'une dénationalisation de la citoyenneté. Donc, la citoyenneté en tant que contrat entre l'individu et l'État, un contrat de protection, un contrat de devoir et d'obligation d'une part et de l'autre, et non pas lié à une confession, à une ethnie, à une appartenance identitaire autre que la citoyenneté en tant que cadre juridique et basé sur les droits humains. Or, moi, je trouve, dans ma recherche, que c'était plutôt les efforts de dénationalisation de la citoyenneté de la part des intellectuels et des universitaires qui a fait que ces espoirs de démocratisation et ces mouvements sociaux ont pu prononcer, disons, les demandes de reconnaissance dans le débat public en Turquie. Donc, pour moi, ce n'était pas un état de fait. Donc, il n'y avait pas de dénationalisation de la citoyenneté qui venait du gouvernement, qui venait des parties conservatrices de la population, mais c'était plutôt les intellectuels universalistes qui y croyaient et qui le construisaient. Donc, d'un autre côté, actuellement, si on vient un petit peu à nos jours, c'est vrai que le conflit récent au Nagorno-Karabakh a un peu exacerbé le conflit, le sentiment un peu anti-arménien, mais pas tellement finalement. D'après mes observations, pas du tout scientifiques, je vois qu'il y a une fatigue sociale et que les incitations du bloc hégémonique à aller manifester pour Jérusalem, aller boycotter les produits français quand ça ne marche pas bien avec Emmanuel Macron, ou bien aller soutenir le gouvernement dans tous ses excès et dans tous ses excès nationalistes, eh bien, ça ne marche pas aussi bien que ça pourrait marcher finalement par rapport au poids électoral qu'ils ont, parce qu'il y a une fatigue sociale, une crise sanitaire, une crise économique. Donc, on voit qu'en fait, cette fatigue sociale montre qu'il n'y a pas non plus de conviction profonde dans le déni ou bien dans l'extrémisme qui est prôné par l'État, finalement, par ceux qui détiennent le pouvoir au sommet. Donc, il y a un décalage en fait entre ce qui se passe dans la sphère politique et ce qui se passe au niveau de la base, qui n'est pas préoccupé par ce problème mémorial finalement. Donc, or, dans la diaspora à Marseille, ce que ce conflit a montré, c'est que le génocide est perçu comme toujours, qui n'est pas terminé. D'un côté, vous avez en Turquie un gouvernement qui pense que la Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée, donc il faut, que la Turquie a des ennemis et qu'il faut préserver la nationalité, qu'il faut quand même se battre contre toutes sortes d'interventions extérieures, contre les ennemis internes et externes. Donc, les ennemis internes ici étant les traîtres à la nation, les intellectuels, les universitaires qui sont limogés, purgés, etc. Donc, en gros, la gauche démocrate turque. Et d'un autre côté, vous avez les ennemis externes qui changent en fonction des configurations stratégiques du moment. Donc, la Russie peut être un ennemi comme un allié, la Syrie peut être un ennemi comme un allié, l'Europe peut être un ennemi comme un allié. Enfin, ça dépend, en fait, ça dépend de l'homme unique et puis de son opportunisme du moment. Donc, disons, ce sentiment d'abandon qui a été ressenti dans la diaspora marseillaise ici, n'a pas eu du tout le même impact finalement en Turquie, parce que c'était une période qui était dominée par d'autres préoccupations. Donc, même si les discours de haine ont été un petit peu mis en avant par le gouvernement, ça n'a pas vraiment fonctionné au niveau de la base sociale, ce qui est plutôt positif à mon avis. Mais si ça vient de la fatigue sociale, on se demande si ça peut aussi se transformer en quelque chose de positif pour la paix entre les deux peuples, et ce qui n'est pas du tout certain. Et on compte aussi encore des attaques à Istanbul contre des Arméniens ou bien contre des Grecs à Gökçeada,
Imrose. Et donc, les femmes seules, par exemple, dans les quartiers arméniens, peuvent être attaquées parce qu'elles sont arméniennes, parce qu'elles sont voilà, vulnérables. Donc, c'est des attaques un peu comme des attaques antisémites hein, qui peuvent advenir en France, finalement, qui ne sont pas très organisées, mais qui dénotent quand même voilà, une sorte de violence latente contre les éléments impurs de la société. Donc, la reconnaissance du génocide aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour des acteurs contestataires, mais elle reste une revendication de fond très importante pour la démocratie. Et enfin, deuxième partie, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vais vous parler des mobilisations des intellectuels que j'ai évoquées tout à l'heure en commençant par l'assassinat de Hrant Dink et les réactions qu'il a suscitées. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a des dynamiques structurelles lourdes comme le nationalisme, la violence latente ou patente et l'impunité, en même temps que des dynamiques initiées par les acteurs contestataires, mais des dynamiques conjoncturelles. Donc, on saisit le moment et on essaie d'en faire quelque chose pour faire évoluer, avancer vers la démocratisation. Donc, vous avez les exemples que je viens de citer, comme les commémorations, les campagnes de demande de pardon et de nombre de publications et de colloques, de dialogues, de livres. Et dans ce cas-là, on se demande comment ce processus de trauma, donc l'écart entre l'événement et sa représentation, se construit à travers les émotions et leur traitement cognitif par les intellectuels. En fait, les intellectuels, ils trouvent des émotions qui s'expriment dans une mobilisation funéraire, mais ils le traitent de façon cognitive, enfin, ils le cadrent en fait, c'est un framing, c'est un travail intellectuel qui fait que les commémorations annuelles continuent, qui fait qu'on demande justice pour Grant et pour la reconnaissance du génocide. Donc tout ça, c'est un processus quand même qui est soutenu par des intellectuels que moi j'appelle ici des intellectuels universalistes, finalement qui sont dominés. Enfin, là, c'est un tableau préparé par Gisèle Sapiro, qui est la sociologue un peu spécialiste des intellectuels en France. Et donc, ce sont des intellectuels dominés, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir, même s'ils ont le capital culturel, ils n'ont pas le capital économique ni le pouvoir. Et ce sont des groupements contestataires, ils sont complètement autonomes, en fait, ils ne prennent aucun ordre, ils ne sont pas traités comme des experts. Ce sont soit des intellectuels organiques, soit des intellectuels d'avant-garde, dans des groupements universalistes qui défendent les droits humains. Donc, qui sont ces gens-là? Les gens qui connaissent la Turquie le savent très bien. Et il suffit de regarder quelles sont les pétitions qui ont été signées depuis les années 2000 en faveur de la reconnaissance des droits de l'homme, des droits sociaux, et vous verrez tous les noms de ces gens-là qui sont quand même pas très nombreux, mais qui ont le capital culturel et donc la force dans les médias indépendants et voire même dans certains médias grand public de faire entendre leur cause et de mobiliser. Plusieurs générations d'activistes, des révolutionnaires 68 arts, 78 arts, comme des jeunes, comme au parc Gezi. Donc, l'objectif, c'est quoi dans les années 2000? C'est de redéfinir la citoyenneté, d'atteindre la citoyenneté égale, inclusive, pluraliste. Et en Turquie, il ne faut pas oublier que la mémoire n'est pas l'adversaire de l'histoire, elle est son allié. Et en plus, la gauche turque partage une certaine condition minoritaire avec les minorités ethnoconfessionnelles, les minorités définies, disons, au premier sens du terme, puisqu'ils ont vraiment une conscience aiguë d'être minoritaires dans un pays conservateur. Et cette conscience minoritaire fait qu'il y a une sorte de configuration affective où l'on se sent plus proche des minorités, de leurs souffrances, etc. Et pendant ma thèse, j'ai pas mal entendu de militants de gauche en fait, qui se considéraient aussi comme des victimes, comme les autres minorités, de la violence d'État, des crimes d'État, des assassinats qui ont été commis et dont on n'a pas identifié les auteurs, etc. Donc, il y a quand même un sentiment de communauté entre la gauche démocrate, et même l'extrême gauche, et les minorités en tant que telles. Donc, cette marginalité de la gauche par rapport au monde axiologique de la société turque est importante je pense qu'elle explique un petit peu, disons, les alliances avec les minorités, et ce n'est pas seulement par principe.
en fait. Je pense qu'il y a un partage aussi de la condition victimaire dans ce choix. Enfin, je pense que ça va énerver quelques intellectuels de dire ça, mais je pense que c'est important de reconnaître aussi ce sentiment de partager une condition minoritaire et de victime qui est, d'après moi, en tant que citoyenne, un bon départ pour la capacité d'agir. Donc, cette élaboration de la nouvelle économie morale de la citoyenneté en Turquie a été l'enjeu des luttes des années 2000. Donc, dans le monde universitaire, plus particulièrement, moi, je me réfère un petit peu à ce que dit İlker Aytürk, professeur à Bilkent. En fait, lui, il a défini qu'en Turquie, il y avait ce paradigme post-kémaliste qui était vraiment très prégnant et puis qui a même mené des intellectuels de gauche à des alliances avec le gouvernement actuel, mais disons dans les années 2000, début des années 2000, où il y avait quand même quelques espoirs de démocratisation. À ce moment-là, donc, l'important, c'était de dénoncer le kémalisme. Ce n'était pas de contrer l'islamisme ou l'islam politique, comme vous voulez. Et ce paradigme post-kémaliste, il a gonflé. Et il y a eu plein de publications là-dessus. Donc, c'est le socle sur lequel se sont appuyés les universitaires turcs pour justement la reconnaissance du génocide, mais aussi pour d'autres enjeux mémoriels ou politiques actuels. Or, après 2007, en fait, ça ne fonctionnait plus parce que déjà, le post-kémalisme, enfin, d'un côté, il y avait les néo-kémalistes qui essaient de se réapproprier l'héritage de la République parce qu'on avait besoin de laïcité, etc. Et de notre côté, il y avait une sorte de repentir de la part d'intellectuels qui avaient quand même qui étaient trop submergés par leur post-kémalisme. Et donc, İlker Aytürk va nous proposer d'entrer dans un paradigme post-kémaliste, à défaut de trouver un meilleur terme, afin de pouvoir mieux comprendre en fait ce régime antidémocratique où finalement il ne suffit pas d'être anti-kémaliste pour être démocrate. Il ne suffit pas d'être post-kémaliste, mais il faut aussi être anti-islam politique quelque part, sans tomber dans les écueils du kémalisme. Voilà, trouver une nouvelle définition de la citoyenneté et de la laïcité, puisque la laïcité en cours est quand même un petit peu fallacieuse. Donc, on se demande voilà, dans quelle mesure ces acteurs contestataires sont capables de redéfinir la citoyenneté alors qu'elle est fondée sur l'homogénéisation, voire l'annihilation des différences. Est-ce qu'il est possible d'instituer un nouveau lien de citoyenneté avec l'État par la diffusion de ces revendications? Et cela peut-il se faire sans la reconnaissance du génocide? Cengiz Aktar, dans un article très récent qui date d'avril 2021, puisque c'était aussi à l'occasion de la commémoration du génocide, bah pour lui, non, parce qu'il appelle ça en plus le mal fondateur de la Turquie. Enfin, c'est très fort quand même comme expression. Bon, lui, il vit en Grèce. Hein. Donc, selon lui, l'oubli et l'impunité sont devenus les codes de fonctionnement de la société turque, un petit peu comme l'analyse de Habermas, en fait. Le mode de communication latent et diffus dans les mentalités qui fait qu'on est dans le déni. Et donc, l'impunité, c'est très important aussi. Moi, je ne suis pas juriste, mais c'est vrai que comme la justice ne fonctionne pas très bien, elle devient aussi un instrument de pouvoir, enfin, un dispositif de pouvoir au sens foucaldien du terme. Et curieusement, comme pas mal de gauchistes ou d'ex-révolutionnaires ou d'intellectuels démocrates, Cengiz Aktar aussi fait le rapprochement entre le coup d'État du 12 septembre 80, donc l'impunité des auteurs de violences, des généraux putschistes, mais aussi disons des bourreaux, avec l'impunité du génocide arménien. Donc, c'est vraiment un courant très intéressant de tracer une continuité comme ça entre le génocide et tout le mal qui existe en Turquie. Donc, c'est très intéressant. Donc, moi, j'analyse ça comme faisant partie d'un cadre général de memory boom. Finalement, on se souvient, on essaye de commémorer et de rappeler les violences de masse, mais les violences aussi contre la gauche. Donc, on peut dire avec Michel Viviorca que la reconnaissance symbolique est très importante pour construire un monde plus juste et plus solidaire à partir du rappel et de l'exposition d'un passé dictatorial ou d'un passé souillé par la violence.
Donc, pour moi, dans ma thèse, en fait, ce que j'ai analysé, c'était plutôt la transition d'un paradigme révolutionnaire vers un paradigme démocratique, basé sur la reconnaissance des victimes, des revendications basées sur les droits de l'homme. Et toute la multiplicité des luttes mémorielles et le choix du cadrage affectif, familial et privé de la mémoire ont fait que ces acteurs contestataires avaient du mal à articuler leur héritage du passé militant avec leur nouveau paradigme de la lutte pour les droits. Donc là, on peut se référer à Claude Lefort parce que l'institutionnalisation du conflit n'est pas possible. C'est-à-dire que dans un cadrage privé, familial, victimaire, en l'absence de reconnaissance de ce discours par les adversaires, qui est le bloc hégémonique, on ne peut pas instituer un conflit et un dialogue démocratique. Et comme dit Jacques Rancière, en fait, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut qu'il y ait dissensus. Le consensus et le fait que tout le monde soit d'accord et que ce soit l'homme unique qui décide de l'orientation de la vie sociale, ce n'est pas la démocratie. Il faut qu'il y ait dissensus, il faut qu'il y ait des groupes contestataires et des groupes adverses pour qu'il y ait démocratie. Mais ça, ce n'est pas possible si les adversaires ne se reconnaissent pas entre eux. Et donc, on peut aussi replacer dans le contexte post-socialiste, tous ces mouvements qu'on a aussi appelés parfois des nouveaux mouvements sociaux dans l'école tourainienne. Donc, cette lutte pour la reconnaissance, c'est une forme paradigmatique de la fin du XXe siècle, donc partout dans le monde, et on en voit encore les échos aujourd'hui avec les mouvements Black Lives Matter, MeToo, donc le mouvement féministe, le mouvement noir, postcolonial, etc. On est toujours dans la recherche de reconnaissance d'abord, et ensuite revendication des droits qui va avec. Donc, c'est la domination culturelle qui devient l'enjeu des conflits. Donc ensuite, voilà, moi je conclue un petit peu sur cette contextualisation. Donc on voit que la Turquie est quand même dans le monde. Donc on suit cette forme paradigmatique de revendication culturelle dans les mouvements sociaux. On les suit de très près, on est contemporain. Et il y a quand même plusieurs temporalités dans chaque société. Donc il y a une partie de la société qui est dans le monde, qui est dans le temps présent, et une partie de la société qui malheureusement est complètement anachronique. Et aujourd'hui, le pouvoir est anachronique, donc ne suit pas. Et donc, l'enquête ethnographique en cours sur l'imaginaire politique des Arméniens de Marseille. Bon, là, je n'ai pas vraiment beaucoup de résultats à vous soumettre. Alors, tout ce que je viens de vous dire, ça a été étudié, ça a été soutenu dans ma thèse. Donc, je peux les défendre, mais là, ce sont juste des hypothèses de recherche. Et quel était mon objet de recherche ici pendant ce petit séjour? C'était l'étude de la diaspora arménienne installée dans la région depuis la fin du 19e, en fait, parce qu'il y a eu quelques Arméniens qui sont nés un petit peu avant, je crois, mais surtout après le génocide et par vagues successives de différents pays, des ex-territoires de l'Empire ottoman. Et mes objectifs étaient d'abord de décentrer mon regard par rapport au débat public turc. Vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux, en fait, puisque le conflit ne s'institutionnalise pas, puisqu'il n'est pas accepté par ceux qui détiennent le pouvoir. Et donc, je voulais quand même comparer les représentations qu'on a chez nous de la reconnaissance avec les représentations de la diaspora, parce qu'il y a des intérêts différents et des points de vue divergents, finalement, sur la manière dont on doit reconnaître. Est-ce qu'on doit être plus ou moins pacifiste? Est-ce qu'on doit être plus ou moins vindicatif, plus combatif? La diaspora est plus radicale sur ce point-là, alors que des gens comme Hrant Dink ou des intellectuels démocrates turcs, ils seront beaucoup plus modérés puisque leur cible va être le peuple turc. Donc, ils vont essayer d'amadouer un petit peu en diluant dans leur discours le génocide en tant que grande catastrophe ou en essayant de susciter des émotions partageables. Donc, des récits partageables avec le reste de la population. Et ces récits partageables, comme dit Luisa Passerini, c'est aussi un processus émotionnel et cognitif, un travail intellectuel qui est assumé par ces intellectuels universalistes. Donc, moi, je voulais aussi travailler sur la dimension globale des enjeux de mémoire, découvrir un nouveau terrain, puisque j'ai toujours fait mon terrain en Turquie, et qu'en ce moment, c'est difficile de faire du terrain en Turquie, et qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements sociaux, en tout cas dans la rue. Et je voulais dialoguer avec la 4e génération de descendants, dans une sorte de logique de recherche-action, finalement, parce que moi, en tant que Turque, voilà,
disons, citoyennes plutôt. En tant que chercheuse, venant de là-bas, j'avais un rapport particulier avec mes enquêtés qui voulaient bien dialoguer avec moi ou pas. Donc, on pouvait s'essuyer des refus, des réactions. Donc, moi, ça m'a permis aussi d'avoir une certaine réflexivité par rapport à la relation d'enquête, qui n'est pas facile, puisque vous êtes défini aussi par votre appartenance, par votre identité. Vous n'êtes pas défini comme un chercheur ou une chercheuse neutre. Et cela, ce sont des obstacles à dépasser, mais qui sont intéressants dans la relation d'enquête ethnographique. Et ça peut aussi aider à dépasser certaines représentations sociales, à la fois chez les enquêtés et chez moi-même. Donc, à plus long terme, j'aimerais bien mettre en perspective ces migrations avec les migrations de notre temps, puisque nous avons une vague migratoire qui traverse la Turquie et qui n'arrive pas à venir en Europe, pas trop. Et tous ces Arméniens-là qui viennent en Europe, aux États-Unis depuis la fin du 19e, depuis le début du 20e siècle, et bien maintenant, ce sont des citoyens. Et on connaît leur parcours d'intégration, on connaît leur parcours de victimes, mais aussi d'acteurs sociaux. Et on se demande en fait comment les migrations actuelles vont évoluer et comment les gens du Moyen-Orient qui sont obligés de quitter leur pays aujourd'hui, qui sont victimes de violences, qui sont victimes de guerre, vont s'intégrer dans leur pays d'accueil en Turquie ou en Europe, ou aux États-Unis ou au Canada. Voilà. Donc, ça pourrait être à long terme une sorte de réflexion à mener avec d'autres chercheurs, bien sûr, qui sont spécialistes de ces sujets-là. Donc, je m'intéresse aux mémoires familiales, donc j'essaie de faire plutôt des entretiens de groupe en famille, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut prendre rendez-vous avec les grands-parents, les petits-enfants et les familles, disons, en France, même arméniennes, sont un petit peu plus distancées aujourd'hui. Ils n'habitent pas au même endroit, il faut prendre des rendez-vous, etc. Donc, l'imaginaire politique de ces populations par rapport à leur pays d'origine, à leur pays de référence, à leur référent origine, tout ça, ça m'intéresse. Et je me demande si l'origine ethno-confessionnelle ou culturelle donne lieu à une communauté homogène. Et là, j'en viens au fait que pas du tout. Donc, il faut voir plutôt des engagements politiques multiples et très diversifiés et une pluralité identitaire. Donc, on ne peut pas parler de communauté arménienne unique. Bon, il y a toutes sortes d'opinions politiques, d'engagements politiques, de vie associative, comme il y a chez les citoyens français, finalement, malgré des communautés de destin liées à la migration et au génocide. Et je trouve que c'est un peu plus difficile de travailler quand même avec la communauté arménienne que les Juifs. L'une de mes enquêtées, qui est arméno-juive, m'a bien fait remarquer qu'en fait, il y avait une relation beaucoup plus apaisée des Juifs à la Shoah que chez les Arméniens au génocide, puisque voilà, c'est évidemment le manque de reconnaissance et voire la revendication, enfin le déni virulent qui fait que les Arméniens sont un petit peu plus, disons, en difficulté pour en parler et puis pour se faire entendre. Et ils se sentent moins écoutés, moins entendus, moins soutenus, et ce qui mène aussi parfois à des sentiments de ressentiment qui peuvent aussi bloquer le dialogue. Donc, je pose aussi des questions dans mes entretiens sur la place de la Turquie actuelle dans leur imaginaire politique. J'essaie d'explorer les rapports divers, multipolaires, voire quelquefois conflictuels avec les pays d'origine, de référence ou de culture, leur pays de départ, hein, qu'est-ce qu'ils pensent de la Turquie, de l'ex-empire ottoman, comment ils se sentent français ou pas, et quels sont les effets des politiques turques en matière de droits de l'homme ou les conséquences de sa politique étrangère ou du conflit au Karabakh, par exemple, sur la perception de la Turquie en France, puisqu'on parle d'Arméniens, mais on parle de Français avant tout. On est à la 4e génération. Donc, ces populations s'identifient-elles encore à ce pays, c'est-à-dire la Turquie, dont tout les sépare et où ils sont encore stigmatisés en tant que minorité. Donc là, en fait, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je pourrais partager avec vous quelques extraits d'entretien si vous le souhaitez. 5 minutes. Oui, 5 minutes très rapidement. En fait, je vous les projette, comme ça vous pouvez les lire et je vous dis un petit peu les idées principales qui sont derrière. Donc là, j'ai un petit peu travaillé avec l'association Aram qui fait un travail colossal d'archivage, surtout à partir d'archives personnelles et familiales.
Donc là, une des bénévoles me racontait justement le refus de son mari de partir en Turquie. Donc, alors qu'on a un petit peu une vision romantique de retour sur la terre des ancêtres. Blanc-Ink aussi racontait pas mal l'histoire d'une femme, Béatrice, qui était venue mourir dans le village de ses parents. Et puis sa fille était à sa recherche parce que bon, sa dépouille avait été recueillie par les villageois. Enfin, des histoires très poignantes qui font sens. Hein. Mais en même temps, vous avez aussi un côté, disons, une sorte de déni et de retour, parce que c'est assez violent de se souvenir d'une tragédie. Et là, par exemple, quand on voit la diversité des positions des personnes de la communauté arménienne, il y en a qui discutent avec les Kurdes, il y en a qui discutent avec les Turcs démocrates d'extrême gauche, mais d'autres qui refusent complètement des connivences ou des alliances qui pourraient les rapprocher d'autres minorités ici sur le sol français ou d'autres groupes politiques ou ethniques en Turquie. Donc là, il y a une petite anecdote qui est très sympathique. Comment, en fait, dans la famille, on transmet aux enfants de la 4e génération ce qui s'est passé. Et ça passe par une ouverture d'esprit ou une envie de réconciliation, c'est très bien, mais mon enquête a souligné aussi que nombre d'Arméniens de France pensent qu'il n'y aura jamais la paix entre Turcs et Arméniens, il faut que l'un des peuples disparaisse. Donc voilà les résultats d'un déni de 100 ans. Donc, ensuite, j'ai rencontré une famille assez intéressante, mixte, d'un père disons de mon âge, un peu trentenaire, franco-arménien, et sa femme d'origine béninoise. Il y a une petite fille métisse. Et c'était très intéressant parce que c'est plutôt la femme non arménienne qui a mis, disons, les points sur les i et qui a attiré notre attention sur la transmission de la culture pour une 4e génération. Ça passe par la cuisine, par la tradition, par le fait que l'on transmet à table autour de discussions, de conversations, de famille, souvenirs d'enfance, de légendes un peu familiales, et on ne parle pas forcément de génocide. Or, avec les médias aujourd'hui, et puis les enfants qui sont super intelligents, on voit qu'une petite fille de 7 ans, donc c'est ma plus jeune enquêtée de ma vie, qui a participé à cet entretien de groupe, qui me disait qu'elle avait vu des images de la guerre au Karabakh, et qui voyait un vieux monsieur avec des maisons brûlées, détruites, etc. Donc, elle s'identifiait, cette petite métisse de 7 ans, comme une Arménienne. Donc, vous voyez que l'identité est vraiment fluctuante. Donc, on peut dépasser d'une génération à l'autre. Il y a des identifications très variées. Et alors que le père ne s'identifie pas du tout, alors qu'il était en train de cuisiner des beureks quand je suis entrée. Il ne s'identifiait pas du tout. Il disait « Oh, je suis arménien parce que je suis arménien, mais pas plus que ça. » Donc, la petite fille, qui est sa fille de 7 ans, qui se sentait un peu arménienne quand même, mais un petit peu africaine aussi. Donc, les dynamiques familiales me semblent très intéressantes et j'aimerais bien aller un petit peu plus en profondeur là-dessus. Donc là, j'ai parlé, je vais terminer avec ce témoignage d'une chanteuse, une artiste qui m'a un peu renvoyé aussi à mon rôle de chercheuse, puisqu'elle me disait, voilà, on peut faire la paix si on discute comme ça entre toi et moi. C'est possible si des gens comme toi et moi discutent et on pourra changer les choses. Bon, ça peut paraître comme une vision romantique, mais finalement, la recherche aussi, ça permet d'agir sur les représentations, sur les mentalités. Et plus on diffuse, comme le font les intellectuels turcs, plus on diffuse des alternatives, une mémoire qui est alternative à une histoire officielle ou des tentatives de dialogue, plus on contribue un petit peu au rapprochement entre les deux peuples en dehors de la sphère politique, donc au niveau vraiment social. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis impatiente de recevoir vos questions, vos remarques, vos critiques. Merci. Merci.